la gentillesse de vous présenter. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Ce que vous avez envie de dire. Ce que j'ai envie de dire, ça c'est dans l'émission. Oui. D'accord, c'est la présentation. Eh bien écoutez, qui suis-je? J'ai 53 ans, je suis marié, j'ai 2 filles. J'ai eu la passion de la politique depuis très longtemps. La politique, je ne sais pas d'ailleurs. De la France, oui. J'aime mon pays profondément. J'ai eu la chance d'avoir commencé en fait comme élu local, outre ma formation professionnelle, si je puis dire, mais d'être maire d'une ville en faillite en 95, assez jeune, ça m'a beaucoup appris. Et je suis maire de ma ville de Hyères, dans l'Essonne, pas dans le Var, depuis maintenant 95. Député depuis 97, fondateur d'un parti politique pour faire renaître une certaine idée de la France, gaulliste, républicaine, debout la République. Et puis voilà, député et président de ce parti. Et puis surtout, je dirais, si je devais me qualifier, l'espoir de voir mon pays aller mieux et de redonner à notre peuple la foi dans leur destin collectif. Vous diriez que vous êtes le seul gaulliste dans l'espace d'aujourd'hui en France? Non, parce que je n'ai pas cette prétention et surtout je n'aime pas les gens qui donnent des brevets. Ça ne m'intéresse pas, en vérité. Je dirais simplement que ce qui m'intéresse dans la pensée du général de Gaulle et dans son œuvre, c'est l'idée du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est l'idée de l'indépendance nationale alliée au rassemblement des Français. Indépendance et rassemblement. C'est-à-dire l'amour de son pays dans ce qu'il a de plus positif. C'est ça le miracle gaulliste. Alors après, il y a eu... on ne revient jamais dans le passé, ça n'a pas de sens. Et puis, chacun invente une autre étape dans l'histoire du pays. Mais c'est très important, je crois que ça manque terriblement aujourd'hui. C'est pour moi, si la politique échoue aujourd'hui, s'il y a cette crise de confiance absolument saisissante entre le peuple et ses dirigeants, c'est parce que la politique, le pouvoir n'a plus le pouvoir. Et je suis absolument convaincu d'une chose, et ça sous-tend tout mon parcours politique, toutes mes décisions de rupture avec l'UMP, etc., ma candidature à la présidentielle, c'est que je crois que pour qu'à nouveau la politique ait une influence sur la vie des Français, et qu'à nouveau les Français croient dans l'utilité de la démocratie, il faut que les dirigeants de la France dirigent la France, en aient le pouvoir. Il faut donc qu'ils récupèrent la souveraineté au sens noble du mot souveraineté, c'est-à-dire la maîtrise de nos lois, de nos frontières, de notre budget et de notre monnaie. Et une fois qu'on aura récupéré ces 4 attributs fondamentaux de la souveraineté, on pourra à nouveau gouverner et on pourra à nouveau avoir des résultats. Et donc redonner confiance dans le destin collectif. C'est ça l'enjeu. Et c'est tout le sens de mon action politique aujourd'hui. Redonner à la France son indépendance. Ça ne veut pas dire contre les autres, entre parenthèses. Pourquoi, à l'origine, avez-vous décidé de faire de la politique? Qu'est-ce qui fait que le jeune homme, peut-être que vous étiez, ou peut-être encore plus jeune, a décidé de s'engager dans ce chemin à la fois honorable, mais difficile et de plus en plus? C'est un grand mystère, parce que je ne suis pas issu d'une famille d'hommes politiques ou de femmes politiques, famille de la moyenne bourgeoisie, mais sans plus. Aucune connaissance dans ce milieu, aucune. C'est pourquoi d'ailleurs j'ai fait des études, aujourd'hui très décriées, des études Sciences Po, l'ENA et tout, parce que c'était, voilà, il fallait que j'ai un métier, que j'avais cette passion de l'État. Comment c'est venu? C'est venu très tôt, vers 11-12 ans. Mon premier engagement politique, c'est à 13 ans pour la campagne de Jacques Chaban-Delmas. Donc c'est très jeune. Et souvent aujourd'hui je reçois, c'est drôle, je reçois des lettres de très jeunes, j'allais dire d'enfants, de gamins de 13-14 ans qui m'écrivent. Et ça me touche toujours beaucoup parce que moi-même j'ai eu cette passion de la politique, de l'histoire de France, les mémoires du général de Gaulle, Malraux, les chaînes qu'on abat, je sais pas, à 14-15 ans. Et donc j'ai dévoré les bibliothèques entre 13 et
militants, avec un sens de l'engagement, j'allais dire, inné, très curieux, c'est très curieux. Pourquoi, comment oui, la passion de la France, ça paraît, comment dire, il y en a tellement qui en parlent alors que ça, on sent que c'est pas sincère. Mais ça, je l'ai toujours eu. Voilà, c'est venu comme cela. Et puis après, on n'a pas, enfin, je dis toujours avec des amis, on n'a quand même pas beaucoup de chance parce qu'on est vraiment la génération où on assiste à la dégringolade du pays. Et ça, c'est un fait objectif. Donc, au discrédit du politique, à l'abandon. Et donc, après, un long combat, premier engagement, donc très jeune à 13-14 ans. Et puis après, j'étais pas chiracien, j'étais pas du tout Sarkozy, j'ai été, comment dire, récupéré par Philippe Séguin. Voilà. C'est Philippe Séguin, c'est le seul homme politique pour qui j'ai eu l'admiration, du respect et pour lequel je me serais fait tuer. Le seul, je vous parle franchement. Et en même temps, parcours très laborieux de Philippe, très difficile, j'ai assisté à tous les échecs. Et c'est ce qui m'a conduit, peut-être, à ne transiger sur rien. Parce que inconsciemment, j'ai reproché à Philippe d'avoir transigé, c'est-à-dire de ne pas avoir osé aller à la rupture. En étant candidat en 95 à la présidentielle, en obéissant Chirac, etc. Et donc, j'ai vu Philippe Séguin, que j'aimais tant, être, comment dire, broyé par le système politique. J'ai assisté à l'échec de Chevènement. J'ai vu l'échec de l'aventure Pasqua-Villiers à laquelle j'ai participé. Et donc je me suis dit, on ne peut pas être à la fois dedans et dehors. À partir du moment où on estime que ceux qui nous gouvernent trahissent vraiment le peuple français, en abandonnant les pouvoirs du peuple à des organisations non élues à Bruxelles et ailleurs, il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. C'est ce qui explique, si vous voulez, ce qui explique mes actes de rupture, mon départ de l'UMP alors qu'on m'avait dit qu'il ne fallait pas le faire, ma candidature à la présidentielle alors qu'on m'a raillé sur les 2%, la volonté de construire ce parti politique. C'est parce que j'ai trop assisté aux sables mouvants qui ont broyé ou qui ont enfoui des personnalités que j'admirais, comme Séguin, comme Chevènement, comme Pasqua, comme Villiers, chacun leurs qualités, leurs défauts, bien sûr, personne n'est parfait. Que je me suis dit, il faut y aller totalement, quitte à prendre des risques, quitte à paraître parfois solitaire, mais on ne peut pas jouer avec ça, et je pense que les faits aujourd'hui me donnent raison, qu'on ne pouvait pas transiger avec ceux qui ont mis la France par terre depuis 20 ans. Comment voyez-vous votre rôle aujourd'hui? Est-ce que l'alternative suivante vous agrée une solitude courageuse, désespérée, ou bien véritablement l'espoir de faire triompher vos idées un jour? Je dirais qu'on a fait le plus dur, que j'ai fait le plus dur avec tous ceux qui m'accompagnent. D'ailleurs, c'est curieux parce qu'on me dit toujours que je suis seul parce que les médias veulent faire croire que je suis seul. Parce qu'aujourd'hui, dans le système qu'on a, il n'y a de la place finalement que pour les deux partis du système, le Parti Socialiste et l'UMP. Et quand vous n'êtes pas dans l'un des deux clans, je les appelle les clans, vous n'existez pas aux yeux des journalistes, vous êtes seul. Je ne me sens pas seul, j'ai eu 1 million de voix à toutes les élections, c'est déjà pas mal. On a énormément d'élus, on a créé un parti politique de toutes pièces. On nous avait promis la mort de ce parti, il a survécu à toutes les échéances, on a fait 4% des voix européennes. On a fait le plus dur, c'est-à-dire de passer de 0 à 5. Le dernier sondage à la présidentielle me donne à 5%, 2 fois ce que fait Cécile Duflot, qui a des parlementaires, qui a été sur le devant de la scène. J'ai eu 1000 fois moins d'émissions politiques qu'elle, beaucoup bien d'autres. Et malgré tout, avec ceux qui m'accompagnent, nous faisons notre petit chemin. Maintenant, la vraie question qui se pose, c'est de savoir si on peut bouleverser le jeu politique par une démarche extérieure au jeu politique, ou si au contraire, c'est voué à l'échec. C'est ça la question que vous me posez de manière élégante. Et bien, je vais vous répondre de façon très franche. Si nous étions dans des circonstances normales, il n'y aurait pas d'issue à mon combat. Mais compte tenu du fait que tout ce que nous avons dit
avec ceux qui m'accompagnent depuis 15 ans s'est avéré juste, et que les Français commencent à comprendre que notre pays n'est plus maître de son destin, et que ceux qui nous gouvernent depuis 20 ans sont des incapables, au sens propre du mot, sans critique personnelle, des incapables politiques, et ont mené la France au désastre, je suis absolument certain que nous allons réussir, parce que je sais que nos concitoyens cherchent en ce moment. Ils ont compris, ils ont mis du temps. Mais c'est normal, c'est pas de leur faute, c'est qu'il y a une telle pression médiatique. Et ils ont compris qu'il n'y avait plus rien à attendre de ceux qui nous avaient gouvernés. Ils ont compris, puisqu'en fait, tant le Parti Socialiste que l'UMP ne veulent pas changer le cadre de l'action publique. Un cadre qui rend les dirigeants français mineurs, ils ne sont plus majeurs, ils sont mineurs, ils sont sous tutelle, le pays est sous tutelle étrangère. Donc, aucun ne peut s'en sortir. Il faut changer le cadre. Ça, je pense que les Français commencent à comprendre. Simplement maintenant, la question est de savoir s'ils changeront le cadre avec le Front National ou avec une autre voie, peut-être plus sereine et plus rassembleuse. Et aujourd'hui, c'est très difficile pour moi, parce que bien évidemment, les deux partis du système, Parti Socialiste et UMP, n'ont de chance de survie que si la seule alternative est le Front National. Si on arrive à franchir la barre des 10% et à montrer aux Français qu'il y a une voie autre que celle du Front National pour refonder la France, l'État, la nation, la République, vous verrez qu'on l'emportera. Alors, on est sur le fil. Je ne vais pas vous dire que c'est gagné, mais j'ai bon espoir. Tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y avait deux grands partis, PS, UMP, et vous venez d'évoquer, au fond, la troisième force, à l'heure actuelle, le Front National. Puis-je vous demander, au fond, de quelle manière et sur quel terreau très exact Debout la République se distingue du Front National? Alors c'est curieux parce que la question que vous me posez est légitime. Elle est très souvent posée par les journalistes. Et je n'ai jamais vu quelqu'un dans la rue ou dans une réunion venir me voir et me dire « En quoi vous êtes différent ?» Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Français voient très bien en quoi je suis différent. Alors, en quoi je suis différent? D'abord, il y a des points communs qu'il ne faut pas nier. Je ne vais pas les nier, et je ne les nie plus. Parce que, et c'est tant mieux, le Front National a évolué. Et a repris beaucoup des projets et des programmes que je défendais avec Philippe Séguin, ou même que Chevènement défendait. Sur le plan économique, en allant entre parenthèses un peu trop loin dans une espèce de collectivisme à la Mélenchon. Mais, sur l'euro, par exemple, sur l'idéal républicain, sur le refus des communautarismes. Donc, moi, je ne vais pas me différencier, comment dire, par obligation à l'égard du Front National, lorsque le Front National plagie ce que j'écris. Le protectionnisme intelligent, c'est une phrase que j'ai inventée à la présidentielle, qui a été reprise après par Mme Le Pen. Donc, je n'ai pas de raison, et c'est un point important, de me différencier pour me différencier. En revanche, la philosophie politique qui est la nôtre, héritée du gaullisme, c'est l'idée que la nation est indépendante en rassemblant les Français. Or, le logiciel du Front National, depuis sa naissance, ça a été quand même, et vous en conviendrez, que la nation, certes, doit être indépendante, et là nous avons un point commun fondamental, mais qu'en même temps, il y a une sorte de crispation existentielle qui, je crois, est malsaine et surtout inefficace, et qui empêche justement aux Français de faire totalement confiance au Front National. Madame Le Pen monte dans les résultats, 20, 25%, 30% dans les sondages, mais il y a toujours 65% des Français qui ne veulent pas mettre le doigt dans un engrenage qu'ils estiment dangereux. Et ils n'ont pas tort de l'estimer dangereux, parce qu'on ne réussira pas à redresser la France si on dresse une partie des Français contre les autres Français. Alors je le sais, à chaque fois Marine Le Pen dit « mais c'est pas tout à fait vrai, M. Dupont-Aignan me caricature ». Bien, entre la vitrine de Marine Le Pen et l'arrière-boutique, il y a de grandes différences. Et ce n'est pas à moi de faire le chemin sur ce point-là. Si le Front National fait le chemin un jour, on verra. Mais en revanche, moi je suis absolument convaincu que le logiciel français, en tout cas le mien, c'est le logiciel de toute l'histoire de France, qui est une histoire nationale de rassemblement.
on ne gagnera jamais en voulant crisper les choses, en voulant exclure une partie. C'est le point fondamental, c'est la différence. Je ne suis pas identitariste, si je peux m'exprimer ainsi. Je déteste ce concept. Je suis républicain au sens que je crois que c'est par l'addition de tous les Français autour d'un objectif et d'un projet qu'on redressera les choses. Voilà. Alors, il y a des points communs, il y a des différences, mais je vais vous dire autre chose. Quand on était par exemple à l'élection européenne, personne ne demandait à l'UMP ou au Parti Socialiste pourquoi ils avaient le même projet européen l'un l'autre. Les européistes ou ceux qui ont abandonné la France, qui ont mis la France sous tutelle extérieure, appartiennent à des partis d'origine différente. Il y en a plusieurs. Aux européennes, il y avait les Verts, les socialistes, l'UMP et l'UDI. 4 partis. Et les patriotes, ceux qui estiment qu'il faut redonner aux Français le pouvoir de choisir leur destin, n'ont pas le droit d'être pluriels. Il y a le Front National et il y a Debout la République. Libre aux Français de choisir. Et puis, on verra, avec le temps, comment évoluera le Front National et qu'est-ce qui pourra se passer. En attendant, je suis convaincu que si, alors si je prends je vais aller plus loin puisqu'on est en confidence, s'il y avait un second tour, Marine Le Pen, Alain Juppé ou François Hollande, et un second tour Dupont-Aignan, François Hollande, je suis convaincu que je peux gagner, je ne suis pas sûr qu'elle gagnera. Mon problème en revanche, c'est vrai, c'est que tout le système a intérêt à montrer le patriotisme sous le visage du Front National, plutôt que sous le visage de votre serviteur et de tous ceux qui sont avec lui. Parce que, bien évidemment, c'est beaucoup plus facile de caricaturer le patriotisme du Front National que le mien, qui est beaucoup plus serein, tranquille et positif. Comment vous avez parlé de crispation existentielle à propos du Front National et de Marine Le Pen, et vous avez manifesté votre souci de rassemblement, si vous venez aux responsabilités. Comment faire pour rassembler à partir du moment où on a une vision rigoureuse, vigoureuse de la sécurité et peut-être de l'exclusion légitime de certaines personnes en situation irrégulière chez nous? Est-ce que, pardon, je prolonge la question, est-ce que le rassemblement n'est pas devenu extrêmement difficile à partir du moment où un président de la République doit avoir une politique contre l'insécurité et pour la justice extrêmement dure la plupart du temps? Alors, d'abord, une chose pour finir sur le Front National, moi je dissocie bien quand même Marine Le Pen du Front National. Et Jean-Marie Le Pen est président d'honneur du Front National, donc pour moi le Front National reste ce qu'il est, même si Marine Le Pen n'est pas tout à fait la même chose. Et je tiens à le dire parce que j'essaie en politique d'être toujours le plus honnête possible dans mon analyse. C'est une parenthèse. Deuxième point, sur l'affaire de l'immigration. Ma position est très simple. Il y a eu une intoxication de la pensée unique qui a fait croire que être contre l'immigration clandestine et vouloir réguler les flux migratoires était de nature à exclure des gens. Non, on n'exclut personne, on fait respecter la loi de la République. Et donc, je crois qu'il n'y a aucun problème, et il faudra le faire par référendum. Moi, si j'étais président de la République, je gouvernerais la première année par 5 référendums. Un référendum sur le contrôle des frontières. Mais 90% des Français, y compris d'ailleurs des Français d'origine récente, sont pour la fermeture des frontières, la restriction de l'immigration. Nous avons écrit sur notre site internet, vous trouverez un programme pour l'assimilation républicaine qui est extrêmement précis, où nous pensons qu'on peut diviser par 2 les flux migratoires en France, légaux, passer de 200 000 par an à 100 000, au prix de mesures très rigoureuses, remettre en cause le regroupement familial pour une période temporaire, supprimer les prestations sociales excessives, etc., tout en respectant profondément les lois de la République, parce que c'est la politique que mènent la plupart des pays du monde. Mais il y a une petite intelligentsia française qui a tout confondu. Et je pense qu'on ne pourra faire ça que par référendum. Parce que les magistrats, pas tous, certains magistrats politisés, je sais que vous êtes vigoureux là-dessus, et d'autres ne pourront pas faire grève contre le peuple.
Il en est exactement de même sur la sécurité. Refondre le code de procédure pénale, changer les lois, construire les peines de prison, favoriser l'insertion par ailleurs, etc. Une politique tout à fait naturelle qui existe dans aussi quantité de pays du monde, devra se faire par référendum. C'est la seule solution pour s'en sortir. On sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. Et ce n'est pas exclure que de faire respecter la loi. Il y a eu une inversion des valeurs dans notre République, dans le débat politique général, absolument saisissant. Et la seule façon de casser cette Bastille qui a inversé les valeurs, c'est de passer par le peuple et par référendum. Et donc je pense qu'on y arrivera très bien, mais il faut avoir le courage de le faire, bien sûr. Vous ne tomberiez pas sous la sacro-sainte accusation de populisme? Totalement, et je m'en fiche, et contrefiche, totalement. Parce que, attendez, il y a le populisme démagogique, indigne, qui tend à dresser les gens les uns contre les autres, et puis si être populiste c'est ça, je n'en suis pas un, et tout le monde le sait. Si en revanche populiste, c'est faire appliquer les lois de la République et du peuple français, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire pire. Ça veut dire que nous sommes sous une dictature. Puisqu'en fait, en vérité, et vous le savez très bien, en vérité, nous ne sommes plus vraiment en démocratie. On n'est plus vraiment en démocratie. Et on voit bien qu'en ce moment, il y a une tension dans le corps social français très forte entre un peuple qui se réveille et qui ne supporte plus ces leçons permanentes, cette arrogance d'une petite élite qui n'est même plus une élite, qui est une oligarchie, et qui est totalement coupée de toutes les réalités. Et la situation est grave et périlleuse parce que les deux forces montent les unes contre les autres. Plus le peuple se réveille, plus l'oligarchie parisienne est arrogante et méprisante et autoritaire. Et donc on voit bien qu'il y a un conflit latent qui est en train de monter. Est-ce qu'il est encore temps de l'apaiser et de faire jouer le jeu de la démocratie? En tout cas, moi je m'y efforce. Et on verra comment tout ça évolue. Comment évoluera le front, comment nous évoluerons, comment évoluera la pensée unique. Mais on voit bien que tout ce qu'on a décrit il y a 20 ans avec Philippe Séguin est en train de se produire. Abandon des pouvoirs du peuple par les dirigeants politiques à des autorités extérieures, Bruxelles, le marché financier, ou intérieures, les féodalités françaises. Politique inefficace et impuissant. Politique impuissant, dégradation de la situation de l'emploi, de la situation de la sécurité, de la situation de l'immigration, de la situation de l'école publique. À partir de là, crise morale, crise sociale, crise politique. On est là. On est là. Et rejet systématique par l'oligarchie, la caste, comme je l'appelle, des réponses du peuple. En 2005, on a voté. La France a dit non à cette manière de construire l'Europe. On est passé outre. Et donc, obligatoirement, la marée monte. La marée monte. Et elle l'emportera, parce qu'il n'y a pas d'exemple dans l'histoire de France où une petite caste a pu se maintenir au pouvoir longtemps. Et quand je dis au pouvoir longtemps, c'est quoi? Ça fait 20 ans que ça dure. Allez, on a encore 10 ans à tenir, peut-être, au pire, mais ça peut arriver demain matin, l'année prochaine. La question, moi je ne me situe pas là-dessus, ça c'est gagné. On a gagné la bataille idéologique, en tout cas je suis absolument convaincu qu'on l'a gagné. Le problème n'est pas là. Le problème est de savoir maintenant comment on va gouverner, quelle alternative on va mettre en œuvre, et comment on va pouvoir à la fois rendre au peuple français les leviers de son destin, et le faire de manière paisible, le plus paisible possible, et dans le rassemblement. Et vous savez très bien que dans l'histoire de France, toutes les périodes troublées ont été souvent les périodes d'excès, dans des sens inverses, de difficultés pour le peuple. Donc on arrive à un moment extrêmement périlleux, qu'il va falloir gérer avec finesse, en douceur, mais avec fermeté. C'est tout l'enjeu des prochaines années. Alors vous avez peut-être l'impression que je me situe déjà dans le monde d'après, mais je vois très bien ce qui va se produire dans les 4 ans qui viennent. C'est écrit, tout est en train de se produire comme on l'a toujours imaginé. Malheureusement, on perd du temps, et la France perd du temps, et les gens souffrent. C'est ça qui me désole. Sur le reste, on est prêt à prendre le pouvoir. Je vous écoute et j'ai eu la chance de vous entendre lors d'émissions politiques quand vous étiez invité. Et je note chez vous une passion, un enthousiasme, un goût de convaincre. Je peux dire parfois, me semble-t-il, une exagération, une outrance. Est-ce que vous accepteriez le fait que vous appartenez, malgré la différence des idées, à une catégorie de tribuns que la société d'aujourd'hui secrète
je pense à Marine Le Pen, je pense à Besançon, je pense à Mélenchon et vous-même. Est-ce que la comparaison vous choque? Mais pas du tout. Mais la priorité, on ne peut pas courir deux lièvres à la fois. Alors là, je me livre. Quand le général de Gaulle voulait vaincre les nazis, il a fait alliance avec Staline. Pour autant, il n'était pas stalinien. Bon. À Londres, il y avait des gens qui venaient de l'Action française au Parti communiste. Bon. Pour moi, et vous allez trouver que j'exagère, la situation est identique aujourd'hui. Et donc, il est normal qu'il y ait des positions fortes, et c'est l'honneur de la République française, à la différence de certains pays, en Espagne ou ailleurs, on les a fait taire, ou en Grèce, des positions fortes qui sont exprimées par Marine Le Pen, par Jean-Luc Mélenchon, par d'autres. La question majeure, et je vais un peu plus loin si vous permettez, la question majeure pour moi, c'est pas de singer Mélenchon ou Marine Le Pen. C'est en quoi d'ailleurs je suis un autre point de différence avec le Front National, je trouve que son programme économique devient trop collectiviste. La question majeure est maintenant que les Français sont prêts à bazarder ceux qui nous gouvernent depuis 20 ans, ils ont compris l'escroquerie intellectuelle, morale, etc. du PS et de l'UMP, c'est fini. Ils ne s'en débarrassent pas uniquement car le peuple français est sage, il a une vieille histoire derrière lui, et il ne veut pas aller à l'aventure. Et c'est ça ma force, et c'est ça notre atout à Debout la République. C'est qu'on va présenter, notamment en 2017, un projet de refondation française qui soit un projet acceptable par les Français et surtout, pratique, pragmatique, positif. C'est pas le grand soir de Mélenchon, c'est pas le grand soir de Marine Le Pen, mais ce sera un chemin de sortie de crise précis qui permette de résoudre les problèmes de nos concitoyens en redonnant le pouvoir au peuple. Donc, ce que je vais proposer, ce que j'ai déjà proposé en 2012, mais je n'étais pas connu, c'était difficile, etc. Puis ils avaient encore l'espoir qu'avec Hollande ça irait mieux. C'est vraiment un projet de sortie de crise pragmatique et réaliste. Ça fait toujours sourire certains de mes amis quand je dis, parce que ça paraît, ça paraît absurde comme terme, mais une révolution raisonnable. Mais j'y crois, ou une révolution tranquille. J'y crois profondément. Les Français veulent la révolution, mais ils ne veulent pas l'aventure. Et donc, il faut être capable de présenter ce qu'ils attendent, à juste raison. Et on peut le faire. On peut rétablir la sécurité en France. On peut contrôler l'immigration. On peut redonner à l'école publique sa force. On peut créer 1 million d'emplois demain matin en 5 ans. C'est possible. C'est tout à fait possible. Et ce qui était saisissant, c'est que ceux qui nous gouvernent ne prennent pas les mesures nécessaires parce qu'ils sont prisonniers d'un cadre qui leur interdit d'agir conformément à l'intérêt du peuple français. C'est ça le problème. Et donc, je suis convaincu qu'on a la capacité de redresser la France, qu'elle a un potentiel extraordinaire. Je suis très positif. Justement, vous faites preuve d'un volontarisme extraordinaire et qui me donne l'impression d'être opératoire. Est-ce que, pour parler net, est-ce que dans votre fort intérieur, vous croyez à tout ce que vous dites, ou bien l'homme politique a besoin de ses illusions? J'y crois totalement. Mais vraiment. C'est ce qui surprend d'ailleurs beaucoup de gens. J'y crois parce que je ne propose pas, comme Mélenchon ou d'autres, le grand soir. Je propose un chemin de sortie de crise faisable. Sur la sécurité, encore une fois, sur l'immigration, sur l'école. Il n'y a qu'à voir mon projet de 2012, il était tout à fait pratique. Sur l'emploi, quand on voit ce qu'a fait Cameron en Angleterre, Obama aux États-Unis, des pays où ils ont dévalué la monnaie de 20% pour redonner de l'air à leur entreprise. Voilà le choc de compétitivité qu'attendent toutes nos entreprises. Mais on est prisonnier de l'euro et de la pensée unique. Quand on va à Londres et qu'on voit qu'il y a 3,5% de croissance cette année, 6% de chômeurs, et je ne suis pas du tout pour un grand soir libéral, je dis simplement que quand on voit ce qu'a fait le général de Gaulle en 1958 dans un pays ruiné, où il a dévalué la monnaie de 20% avec le nouveau franc, et après fait preuve de rigueur. Ce n'est pas la dévaluation pour être laxiste, c'est la dévaluation et la rigueur des dépenses publiques. Moins de dépenses publiques. Mais on ne peut pas réduire la dépense publique avec une monnaie trop chère.
Laval a essayé en 1935, ça a amené à la déroute. C'est ce qu'on est en train de faire. Nous sommes... Valls, c'est le gouvernement Laval 1935. Voilà la réalité. Bon, donc je suis désolé, j'ai cette prétention, oui, de dire que la France peut tout à fait s'en sortir. Je ne dis pas qu'il y aura un miracle, bien évidemment que non. Mais si on ne met pas la clé dans la porte, on peut taper contre la porte le plus fort possible, on n'y arrivera pas. La clé dans la porte, c'est trouver sur chacun des domaines où les Français souffrent un moyen de débloquer la situation. La clé dans la porte économique, c'est la sortie de l'euro et la dévaluation de 20%, c'est la baisse des charges sur les entreprises, et après la relance nourrira et empêchera les déficits. Mais après, pas avant. La clé dans la porte en matière de sécurité, c'est de remettre en place la chaîne pénale. Ça ne sert à rien de multiplier, tant que vous connaissez mieux que moi, la chaîne pénale ne fonctionne plus. Remettre la clé dans la porte en matière d'assimilation républicaine, c'est le contrôle de l'immigration, et c'est d'empêcher les flux qui arrivent, qui ne peuvent plus permettre l'assimilation de ceux qui sont sur notre sol. Remettre la clé dans la porte pour l'école, c'est le mérite, c'est l'effort, c'est-à-dire tout l'inverse du pédagogisme ambiant qui tue l'école publique depuis 20 ans. Enfin, on sait ce qu'il faut faire. Alors je ne vous dis pas que tout sera miraculeux, bien sûr, mais les Français comprendront qu'ils sont gouvernés. Et je suis absolument certain que le peuple français est prêt à des efforts, à la condition que ces efforts soient utiles. C'est tout. Et immodestement, à une toute petite échelle, je l'ai fait dans ma ville. Quand j'ai été élu maire, j'avais une ville en faillite. Personne ne voulait être élu. Personne ne pensait que cette ville allait s'en sortir. En 20 ans, on en a fait quelque chose. Il n'y a pas d'histoire des hommes où on ne peut pas inverser les tendances. Mais pour ça, il faut le faire avec habileté, finesse et rassemblement. Je ne vous dis pas que c'est facile. Justement, vous venez d'évoquer votre fonction de maire. Comment vous avez articulé finalement votre activité de maire sur la responsabilité de l'homme politique national, si j'ose dire? Est-ce que l'expérience de maire est fondamentale pour votre présentation publique? Est-ce que l'une sans l'autre est inconcevable? En tout cas, il n'y a pas d'histoire, identique. Mon histoire à moi, oui, c'était cette mairie en faillite totale, une des plus grosses faillites de l'histoire de communes, de 30 000 habitants, où je suis arrivé et il a fallu tout reprendre. Et la victoire qu'on a eue, et la leçon que j'en ai tirée, c'est que ce n'est pas une question financière, c'est une question psychologique. Et que la ville, on s'en est sorti le jour où les habitants ont cru dans le projet et dans le chemin que je leur ai indiqué. Et c'est exactement la même chose en matière nationale. Encore une fois, je vais insister. Un grand médecin un jour m'a dit, vous pouvez mettre tous les médicaments de la terre à quelqu'un de très malade, tant qu'il n'a pas confiance en son médecin et confiance en lui-même, et qu'il n'a pas le déclic de la guérison, il ne guérira pas. Si je vous dis ça, c'est pourquoi? C'est parce que moi, en tout cas, mon expérience de maire, très modeste, m'a appris que si on veut que la France s'en sorte, ce n'est que si on est capable à un moment donné de présenter aux Français un projet viable et auquel ils adhèrent. Sinon, ça n'a aucun sens. Et c'est ça la clé de tout. Et ça ne se fera d'ailleurs que dans certaines circonstances historiques. Quand malheureusement on sera au fond du trou, quand à ce moment-là interviendra une personnalité, est-ce que ce sera moi, est-ce que ce sera quelqu'un d'autre, je n'en sais rien. Et s'il y avait quelqu'un d'autre, de plus connu, de plus efficace, je n'ai pas la prétention et je me rangerai derrière. A l'inverse, je demande que si c'est moi, les autres se rangent. Parce que ce qui comptera à un moment donné, on n'est pas encore au fond du trou. On y arrive. On y arrive. Il y a un moment, il y aura un déclic, où il n'y en aura pas. C'est la fin de la France, mais je ne peux pas croire que la France meurt comme ça. Je ne peux pas croire. Donc, quand je vois le peuple français, quand je me balade beaucoup dans toute la France, les Français ont envie de voir la France vivre, et les Français, pour la première fois, ont mal à leur pays. Pour la première fois, ils ont une situation de souffrance collective. C'est la première fois depuis 2 ans. 1 an. Même pas 2 ans, 1 an. Et donc, je pense que ce moment arrive, et qu'il va falloir être prêt. Puis voilà, on verra qui, on verra comment, j'en sais rien. Donc, si vous voulez, c'est vrai que mon expérience de maire, pour revenir à la question, que je continue, parce que je suis toujours sur le terrain, dans ma petite ville,
parce que d'abord c'est une respiration par rapport à l'esprit, à l'air vicié qui règne ici, dans cette assemblée, et à Paris. Voilà, je dirais que c'est une expérience. Voilà. Justement, vous parlez de l'air vicié à l'Assemblée et à Paris. Comment êtes-vous, je dirais, en tant qu'homme, dans les rapports avec les collègues que vous côtoyez, de gauche, d'extrême gauche, de droite Mais mes collègues, comme dans toute collectivité, il y a des amis, des moins amis, des gens qui se moquent, d'autres qui admirent. Mes collègues, il faudrait que vous leur posiez la question, ils doivent se dire, je sais ce qu'ils se disent. Ils se disent, certains se disent, il a raison, d'ailleurs ils me le disent, tu as raison, mais tu n'y arriveras pas. Voilà. Ou tu n'y arriveras pas tout seul, il vaut mieux rester dedans. Mais dedans, ils n'y arrivent pas mieux. J'ai essayé dedans, j'ai été à l'UMP, je me suis présenté à la présidence de l'UMP, j'ai bien vu que c'était des sables mouvants. Bon. Donc, dedans, ils n'y arrivent pas, et à l'extérieur, ils disent qu'on ne peut pas y arriver. Donc, ils sont dans un défaitisme, une résignation qui est insupportable. Mais vous verrez que si on réussit, ils seront les premiers à dire, je te l'avais toujours dit, c'est formidable. Et puis, si on échoue, ils diront, voyez le pauvre gars. Voilà, mais toute l'histoire de France est comme ça, donc ça ne m'ébranle pas beaucoup. Est-ce que pour vous, la morale a une grande importance? Oui, tout en sachant que j'ai horreur des hommes politiques qui ont la morale en bandoulière. Voilà. La morale, c'est en soi. Et la morale, ça se prouve par ses comportements. Comment vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Donc je crois que la morale vient par l'exemple et avec une certaine humilité. Vous n'avez jamais succombé, alors que vous auriez pu évidemment succomber à cette tentation, à une médiatisation familiale, conjugale. J'ai toujours refusé. Justement, quelle est votre perception de cette dérive d'aujourd'hui? Il y a une double cause. Il y a le voyeurisme d'une presse à scandale parce que l'audimat voilà, est là. Et puis il y a la complicité objective de certains hommes politiques qui ont cédé à la tentation. Donc voilà. Moi, dans ma vie politique, je n'ai eu qu'un article où bêtement j'ai accepté. C'était un article, je venais d'être élu député quand j'ai été avec Pasqua Villiers, on m'a fait une page dans le Figaro magazine, et on m'a demandé de poser avec ma femme et ma fille qui étaient à vélo. J'ai dit, je veux pas que ma fille soit visible, et bêtement on l'a fait, et en revenant avec ma femme et moi, on a dit jamais plus. Voilà, jamais plus. Et pourtant ma femme travaille avec moi, tout le monde le sait, etc. Mais attendez. Allô? Justement. Donc voilà, la vie privée, c'est la vie privée. Il n'y a pas de vie publique s'il n'y a pas une sacralisation de la vie publique et une sacralisation de la vie privée. Et on ne doit pas mélanger les deux. Comment jugez-vous les débuts de la présidence de François Hollande, je dirais, dans leur globalité? Moi, je ne suis pas un acharné obsessionnel contre Hollande, parce qu'il est président de la République, il a été élu au suffrage universel, et il est président jusqu'en 2017. Et je n'ai jamais aimé cette espèce d'acharnement malsain d'une certaine droite contre tout homme de gauche, comme je déteste le sectarisme de certaines personnalités de gauche. Bon. Il reste que le problème de Hollande, c'est qu'il a commencé sa présidence en voulant passer entre les gouttes, et finasser dans une période historique qui ne le permet plus. Voilà. Et donc, il ne tranche rien sur rien, alors même que le bateau est sur une mer agitée. Et donc, il y a un moment où ça commence à se voir. Voilà. Et ça peut finir très mal. Je lui ai dit d'ailleurs, le premier entretien que j'ai eu avec lui, sur le sommet du G20, où tous les chefs de parti étaient convoqués, invités, je lui ai donné une note de Jacques Sapir sur l'euro, et je lui ai dit, vous finirez avec des déficits considérables, une croissance à zéro, des millions de chômeurs en plus, des millions de chômeurs en plus, heureusement, 500 000 déjà, et vous ne pourrez pas vous en sortir puisque vous n'avez pas choisi, et que vous acceptez vous rentrez dans une impasse économique. Pareil que Sarkozy d'ailleurs. En fait, c'est très curieux parce que ces hommes ont tout gagné,
sont élus président de la République sur un projet politique, et une fois élus, ils s'évanouissent. Comme si le seul objectif était de s'asseoir dans le fauteuil, mais non pas d'en exercer le pouvoir. Parce que c'est ça la situation. Sarkozy a été élu en 2007, fort du référendum de 2005. Il fallait qu'il aille voir l'Allemagne en disant on ne peut pas continuer avec cet euro trop cher. Les discours qu'il avait prononcés, non, il n'a pas osé. Parce qu'on a intoxiqué les dirigeants français en leur faisant croire que l'Union européenne telle qu'elle était, c'était le rejet de la guerre et la paix. Or, l'Union européenne d'aujourd'hui est illégitime, c'est une organisation totalisante, totalitaire, qui détruit l'Europe. Et on peut construire l'Europe autrement. Et la France ne peut pas être soumise à ce point. Donc, à partir du moment où tous les dirigeants politiques des deux partis de gouvernement sont persuadés que s'ils osent protester contre cette organisation illégitime, néfaste, ils deviennent les ennemis de la paix et de la réconciliation franco-allemande, la messe est dite, ils sont en pilotage automatique. Tout s'explique par là. Ils sont en pilotage automatique. Et Sarkozy, comme Hollande, ont été en pilotage automatique avec les résultats qui sont là. C'est tout. Tout le reste, c'est de la littérature. Soit on reprend notre liberté et on travaille avec nos voisins en bonne intelligence, bien sûr, soit on sera un peuple mis à l'écart. C'est ça l'enjeu historique. Et je peux vous dire, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants se demanderont comment des dirigeants politiques ont pu être aussi naïfs et aussi faibles. Surtout dans une mondialisation qui valorise l'indépendance nationale, contrairement à ce qu'on croit, qui valorise les rapports de force et qui exige une agilité, une rapidité de réaction. Et aujourd'hui, des petits pays s'en sortent très bien dans la mondialisation, tout simplement parce que la mondialisation, ce n'est pas l'ère des grands ensembles du XXe siècle. La mondialisation du XXIe siècle, c'est une ère de réseau, de rapidité, de vitesse, où les États, au contraire, doivent être cohérents. Et plus vous formez des grands ensembles incohérents, plus ils sont paralysés. Et aujourd'hui, c'est la zone euro qui est la zone de la plus faible croissance au monde, à part le Zimbabwe. C'est ça la réalité. Et la Chine est en train d'émerger, l'Asie, l'Amérique du Sud. C'est incompréhensible ce qui se passe. Incompréhensible. Justement, comment expliquez-vous que si le chemin que vous désirez est tellement évident, il y ait encore tellement d'opposition? Mais parce que nous sommes dans une espèce de dictature médiatique incroyable. Incroyable. Je l'ai expérimenté à mes défauts sur l'affaire de l'euro. On a fait croire aux Français, 99,9% des expressions médiatiques à la télévision sont pour cette monnaie. Alors qu'aujourd'hui, dans les revues universitaires, dans les revues des prix Nobel, tous les gens qui connaissent l'affaire de la monnaie disent que l'euro ne peut pas marcher. Mais c'est une croyance, c'est un dieu vivant, c'est un totem. Voilà. Parce que ça la renvoie, et c'est beaucoup plus profond, cela renvoie à la vraie question que pose Jean-Pierre Chevènement dans son livre d'ailleurs, dans son dernier livre, la question que posait Marie-France Garot, qui est: est-ce que la France a vraiment digéré le traumatisme de la guerre de 14 et le traumatisme de Vichy? Parce que c'est ça qui est derrière. C'est un peuple qui a été brisé, martyrisé pendant tout le XXe siècle, qui a souffert terriblement et qui n'a pas bien évidemment envie de ressouffrir, mais qui projette sur le XXIe siècle des peurs du XXe. Comme on a projeté la ligne Maginot sur l'échec de 14. Et donc on ne comprend pas, et ça c'est le contresens total français, ne comprennent pas que l'Allemagne, Mme Merkel, garde une capacité de direction de son pays, l'Angleterre, M. Cameron, et, tout en aimant construire l'Europe, mais n'en sont pas prisonniers. Nous en sommes totalement prisonniers. Et puis c'est aussi une génération post-68 art déresponsabilisée qui croit que tout est possible dans tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, et qu'on s'en sortira toujours. Et c'est une génération qui a perdu le sens de l'histoire, du tragique de l'histoire. Et quand on joue avec les peuples, quand on prolonge la souffrance humaine, quand on place un jeune sur 4 en France qui n'a aucun avenir, aucune perspective, quand on a 10 millions de gens qui vivent dans la pauvreté, dans le chômage de masse, et ils croient qu'ils peuvent continuer comme ça. Mais ils sont fous, je vous le dis, je m'exprime librement avec vous, ils sont fous. Ils sont fous d'inconscience. La situation est très périlleuse. On ne peut pas condamner une jeunesse à l'échec, à l'indignité, à l'absence de vie personnelle, minimum de prospérité.
Donc ça ne peut que très mal finir. Et on a l'exemple historique quand même. C'est pour ça que vous disiez, ça m'a un peu vexé, mais vous aviez raison, vous m'avez provoqué, que c'était dans l'outrance ou dans l'exagération. C'est pas dans l'exagération et dans l'outrance. Moi, j'ai une circonscription que je vis parce que de ces quartiers difficiles, j'étais encore dimanche dans une fête populaire à Lolly, des quartiers les plus pauvres de France. Mais quand on voit toute cette jeunesse de toutes les couleurs, qui n'a aucun avenir, mais est-ce qu'on croit qu'on va laisser des centaines de milliers de jeunes qui vont rester dans leur quartier à zoner? Est-ce que vous croyez que ça va tenir? Mais dans ce petit monde ici, ils sont totalement inconscients de tout. Ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas voir. Donc ils verront, mais brutalement. Et c'est triste. Est-ce que la grande différence, Nicolas Dupont-Aignan, entre le maire et l'homme politique, c'est que le maire a pu montrer de quoi il était capable par son action, alors que l'homme politique ne propose que des espérances et pour certains des illusions? J'ajouterais même quelque chose. C'est que depuis 20 ans, tous les hommes politiques ont proposé des espérances et qu'aucun n'a tenu parole. Et donc, je me suis souvent posé la question, je ne suis pas complètement, illuminé. Je me suis toujours demandé, je me suis dit, comment les gens à qui je parle peuvent me croire? Pourquoi me croiraient-ils moi, à partir du moment où tous les autres ont menti? Eh bien, je vais vous dire, je suis sûr qu'ils nous croiront parce qu'il y a un moment, au-delà des projets, des idées, ils verront, j'en suis convaincu, en tout cas, ils chercheront parmi l'ensemble celui ou celle qui est le plus capable d'incarner ce sursaut. Et ça, c'est l'extraordinaire miracle du suffrage universel dont parlait Victor Hugo. C'est que le peuple sent les choses. Il ne le sent pas obligatoirement avec la rationalité qu'on croit encore que c'est une perception rationnelle qui se fait. Le tout, c'est pouvoir lui parler. D'où l'importance du verrou médiatique, d'où le miracle d'Internet qui nous réunit d'ailleurs aujourd'hui. Votre quotidien d'aujourd'hui et depuis que la passion politique vous habite, vous diriez que c'est une fonction, un métier, un service, un honneur, une charge? Un honneur, parce qu'avoir la confiance de ses concitoyens, c'est une responsabilité. Il n'y a pas un jour où je me dis est-ce que tu as bien fait ton travail, et une charge, Et puis par ailleurs un métier et une fonction parce que j'en vis, beaucoup plus modestement que les gens le croient d'ailleurs. Mais ce qui est curieux, c'est qu'on répète partout que les hommes politiques sont décriés, méprisés, etc. C'est vrai. Et en même temps, individuellement, vous n'imaginez pas les témoignages dans ma ville, dans ma circonscription, même ailleurs, extraordinaires des gens. Donc si vous voulez, comme toujours, il y a l'idée générale, et puis il y a le besoin de lien. C'est évident, à une période extrêmement charnière. Est-ce que le peuple français a envie encore de vivre libre? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on peut être, comme vous, attaché à la grandeur de la France et en même temps très soucieux de son bonheur? C'est une dernière question un peu provocatrice, vous le comprenez bien. L'homme politique n'est pas chargé du bonheur, ni des Français, ni de la France. Voilà. Il est chargé déjà de faire en sorte d'assurer un minimum de dignité et de prospérité à chaque Français, dans le respect de certaines valeurs qui sont les nôtres, en assurant une démocratie la plus parfaite possible. C'est déjà beaucoup. Donc ne cherchons pas à faire le bonheur du pays, essayons tout simplement de rendre le pays à nos enfants en meilleur état qu'on ne l'a trouvé. C'est le seul objectif qu'on devrait avoir à chaque génération, rendre son pays en meilleur état qu'on ne l'a trouvé. Je pense que c'est un beau défi. Merci infiniment, Nicolas Dupont-Aignan. Merci Philippe Bilger.